Bienvenue dans ce live Meilleur Taux Facebook qui va nous permettre de répondre à beaucoup de questions qui nous sont parvenues. On a reçu un peu plus de 350 questions. Donc je vais vous laisser un peu le temps de vous connecter. Principalement, évidemment, autour des problématiques de crédit immobilier, d'ailleurs, qu'ils soient en cours ou à venir. Également sur les assurances, notamment les assurances emprunteurs. Également sur les reports de mensualité, ce qu'il est possible de faire quand on a un crédit en cours. Bref, beaucoup de questions. Donc j'ai essayé évidemment de les regrouper parce que beaucoup de questions se rejoignent. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par la question de report de mensualité ou de suspension de mensualité. Alors, vous avez un crédit immobilier en cours, vous êtes au chômage partiel, vous avez une baisse de revenus liée à ce confinement et à ce Covid. Alors, sachez tout d'abord que dans, on va dire, 90% des contrats de prêt, existe ce qu'on appelle la modularité des mensualités, qui vous permet de demander à votre banquier, c'est contractuel, de baisser vos mensualités, en général de 10 à 30%, par simple demande. Donc, évidemment, il faut regarder votre contrat de prêt. Ça peut aller on va dire, d'une baisse de mensualité qui peut durer de 1, 3 mois, voire 6 mois, voire 1 an, même dans certains contrats de prêt. Donc ça, c'est la première chose à faire aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait et que vous subissez une baisse de revenus importante qui vous met un petit peu en difficulté dans votre trésorerie. Ensuite, vous avez dans certains contrats de prêt également la suspension des mensualités de crédit. Alors, cette suspension de crédit, elle peut être soit partielle, soit totale. Alors, quand elle est partielle, ça veut dire que on va suspendre le remboursement du capital, mais vous allez continuer de payer vos intérêts. Mais dans la plupart des cas, les remboursements, le suspension, pardon, sera totale, c'est-à-dire qu'on va suspendre à la fois les intérêts et également le capital. Vous continuerez dans tous les cas de payer l'assurance emprunteur et heureusement parce que c'est une excellente couverture. Donc cette suspension, elle n'est pas présente dans tous les contrats. Elle peut coûter un peu plus cher que, on va dire, une baisse de mensualité parce que tout simplement, vous allez certes pas rembourser de capital, mais les intérêts que vous n'avez pas payés au fur et à mesure des mois pendant cette suspension vont être reportés, si je veux dire, sur le capital. Donc il faudra ensuite les rembourser à nouveau. Donc ça peut être un peu plus coûteux. Pour être très clair, moi je vous conseille vivement d'opter plutôt pour la baisse de mensualité, la modularité des mensualités, parce que ça se met en place assez simplement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez du mal à vous repérer avec votre contrat de prêt, que les petites lignes sont un peu difficiles à comprendre et c'est normal pour des personnes qui ne sont pas forcément habituées, à consulter l'une de nos agences Meilleur Taux. Nos conseillers, même effectivement à distance, même par mail, peuvent eux prendre la main, regarder votre contrat et vous dire exactement ce que vous pouvez faire sans problème. Donc encore une fois, privilégiez cette solution de modularité. Dans tous les cas, il faut prendre date le plus vite possible si vous êtes dans cette situation, afin d'acter cette baisse pour la prochaine mensualité, puisqu'on est déjà le 16 avril et que les échéances de prêt sont entre le 1 et le 14 du mois, selon les contrats de prêt. Alors ensuite, une autre question qui est beaucoup revenue, c'est celle de l'assurance emprunteur. J'ai signé une assurance emprunteur. Est-ce que cette assurance peut prendre le relais, puisque dans l'assurance emprunteur, il y a décès, invalidité et aussi incapacité temporaire de travail. Donc, on peut se dire, je ne peux pas travailler parce que pour X raisons, est-ce que cette assurance peut prendre le relais? Alors sachez que non, puisque ce qu'on appelle l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, va vous couvrir en cas d'accident, de problème de santé, qui va vous empêcher de travailler et donc de payer vos mensualités de crédit. Mais dans le cas aujourd'hui d'un confinement ou d'une baisse de revenus liée au chômage partiel par exemple, cette assurance ne prendra pas le relais. Alors, l'autre question qui m'a évidemment été posée, ça a été, mais on a des assurances chômage, il existe des assurances chômage, est-ce que ces assurances chômage peuvent, elles, prendre le relais? Puisque qui dit chômage partiel dit chômage. Alors, la réponse ici est à nouveau négative, parce que les assurances chômage, il faut que vous soyez
comme on dit, inscrits à ce qu'on appelle Pôle emploi, enfin indemnisés réellement par Pôle emploi. Or, dans le cadre d'un chômage partiel, vous faites toujours partie des effectifs de votre entreprise, mais vous êtes rémunéré une partie par l'État et l'autre partie par l'entreprise. Qui plus est, ces assurances chômage, qui sont pas quelque chose qu'on souscrit beaucoup. Hein. Il faut savoir, autant les assurances emprunteurs sont quasi obligatoires quand on fait un crédit immobilier, autant l'assurance chômage est quelque chose de très facultatif et qui est, pour être très clair, assez rarement signé. Et en plus, donc, ces assurances chômage, si vous voulez, ont, on va dire, un délai de carence ou de mise en route. C'est-à-dire que même si vous êtes aujourd'hui, depuis le 15 avril, indemnisé par Pôle emploi, admettons, vous pouvez avoir un délai de 3 à 6 mois, voire 9 mois avant qu'elles se mettent en place et qu'elles prennent le relais sur vos mensualités de crédit, selon différentes modalités d'ailleurs, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément la totalité de la mensualité, ça peut être la différence avec votre salaire. Bref, aujourd'hui, ce ne sont en tout cas pas des dispositifs qui permettent de prendre le relais sur vos assurances chômage. Pardon, vos mensualités, excusez-moi. Alors ensuite, deuxième question. Rachat de crédit immobilier. Est-ce que j'ai intérêt à renégocier mon crédit immobilier puisque les taux sont toujours effectivement très bas? Alors, les règles d'une renégociation de crédit immobilier, c'est toujours les mêmes, à savoir, est-ce que j'ai intérêt à le faire et pour cela, quelles sont les règles? Alors, il faut savoir que on considère qu'il faut un écart de 1 point. Ça peut être un petit peu moins, notamment quand les crédits sont plus longs, au-delà de 20 ans, que les montants d'emprunt sont supérieurs à 250 000 euros, par exemple. Mais il faut un écart d'1 point entre la durée sur laquelle vous avez signé. Par exemple, vous avez signé sur 20 ans et vous avez signé, mettons, à un taux de 2,70. Et bien, on considère que pour que la renégociation de crédit immobilier soit intéressante, il faut que le taux soit autour de 1,70. Ensuite, l'autre règle, c'est d'être dans le premier tiers de son prêt et puis d'avoir un capital restendu, c'est-à-dire encore du capital à rembourser, d'au moins 70 000 euros. Alors, comme les taux sont toujours très très bas, puisque, rappelons-le, hein, on est aujourd'hui sur des moyennes sur 15 ans autour de 1,20, 1,25, 1,30, sur 20 ans autour de 1,40, 1,50 et sur 25 ans autour de 1,60, 1,65, 1,70 selon les profils. Donc les taux sont toujours très bas. Si vous ne l'avez donc pas fait, si jamais vous n'avez pas renégocié votre crédit immobilier l'année dernière ou l'année d'avant, n'hésitez pas à engager ces démarches. Alors, votre dossier ne va pas forcément être pris en charge tout de suite, mais nos courtiers sur le terrain peuvent déjà récupérer vos pièces, monter votre dossier et en tout cas acter cette démarche qui, rappelons-le, peut vous faire des grosses économies, même s'il ne sera pas tout de suite, parce qu'il faut encore une offre de prêt et signer, mais vous pouvez gagner jusqu'à en moyenne 25 000 euros quand vous négociez votre crédit avec cette histoire de 1 point de moins. Donc oui, c'est toujours le moment de le faire, mais en ayant vraiment en tête que par exemple, si vous avez aujourd'hui un taux à 1,5, vous n'avez aucun intérêt à négocier votre crédit immobilier. Mais si vous avez un taux supérieur à 2,5, vous êtes toujours éligible et ce, y compris pendant le confinement. Alors, d'autres questions qui sont beaucoup revenues, j'espère que vous m'entendez toujours bien, c'est le délai de traitement des banques. Effectivement, comme tout le monde, les banques ont du personnel qui est en télétravail, des gens qui doivent également garder leurs enfants, et donc les délais de traitement sont effectivement plus longs, même beaucoup plus longs. Mais ça fonctionne toujours. Donc, toute personne qui prend date aujourd'hui fait rentrer son dossier. Donc, il ne faut pas attendre la fin du confinement pour se dire je vais commencer mes démarches. Donc, en tout cas, si vous attendez une réponse d'une banque ou d'un courtier, ne vous étonnez pas que les délais soient plus longs, c'est tout à fait normal, pas de panique, on est dans une situation totalement exceptionnelle, les courtiers font le maximum, les banques font le maximum dans cette situation d'urgence, mais effectivement les délais s'allongent. Alors ensuite vient la question de ceux qui ont signé juste avant le début du confinement une promesse et qui se disent bah oui mais les délais sont plus longs donc quid de l'obtention du prêt, moi j'ai un délai, je dois signer normalement l'acte authentique dans 3 mois, même un peu moins de 3 mois maintenant, plutôt 2. Qu'est-ce qui se passe si j'obtiens pas de réponse pour mon crédit en temps et en heure?
Alors, rassurez-vous, il y a une ordonnance qui date de 25 mars dernier, si je ne me trompe pas dans la date, vous me pardonnerez, qui a prolongé les délais un peu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en urgence sanitaire aujourd'hui jusqu'au 27 mai. Eh bien, sachez que vos démarches sont rallongées. Vous avez un délai supplémentaire à compter de la fin de cette date d'un mois pour signer, pour obtenir votre prêt. Donc, un mois, même un peu plus, puisqu'on rajoute les 10 jours de rétractation qui sont classiques d'habitude. Donc, ne paniquez pas. Si vous avez trouvé votre bien immobilier, si vous avez quelque chose qui vous plaît, avancez dans votre démarche, soyez serein, tout va se remettre petit à petit en place, tout se réorganise et vous aurez en temps et en heure, en tout cas, tout est fait pour que les délais soient prorogés et qu'il n'y ait pas de gens qui se retrouvent dans des situations difficiles puisque c'est l'intérêt de personne. L'intérêt, c'est que les ventes aboutissent, que les acheteurs puissent occuper, arriver dans leurs biens et que ceux qui vendent réussissent eux aussi à récupérer la somme d'argent nécessaire puisqu'ils ont souvent un autre bien derrière. Alors, autre question, j'espère que je réponds à tout, je vais faire le maximum. Oui, alors beaucoup de questions aussi sur les notaires. Quid de la signature chez le notaire, signature électronique, pas électronique. Les signatures chez le notaire, dans beaucoup d'études, sont possibles à distance. Les notaires qui sont équipés peuvent en gros signer, il y a un système de visio, ils garantissent que vous êtes d'accord, vous leur faites une espèce de signature à distance et ils peuvent enregistrer. Donc votre notaire habituel peut être équipé, donc évidemment si vous voulez avancer, demandez-lui. Beaucoup sont en train de s'équiper, le notariat a vraiment mis beaucoup de choses en place pour, encore une fois, parer à cette situation d'urgence. Donc, rassurez-vous encore une fois, rapprochez-vous de votre notaire. Si votre notaire n'a pas d'équipement, vous pouvez éventuellement peut-être faire avec le notaire du vendeur ou l'acheteur qui lui sera équipé, tout en gardant le conseil de votre notaire évidemment. Donc encore une fois, nos métiers, que ce soit les courtiers, les banques, les notaires, toute la chaîne immobilière travaille à, on va dire, ce bouleversement un peu rapide qui nous oblige à tout faire à distance. Nous, côté Meilleur Taux, on a, pour vous raconter un peu la petite histoire, tout fait en 24 heures, c'est-à-dire entre l'annonce du confinement et le mardi midi, toutes nos équipes sont passées en télétravail, que ce soit dans nos agences, 350, également au siège, sur les plateformes, c'est 1600 collaborateurs qui sont passés en télétravail et à distance. Donc évidemment, il peut y avoir des couacs, ça peut être un peu plus long. Vous pouvez nous dire, bah, j'arrive pas à joindre mon conseiller, voilà, c'est normal. Mais sachez que tout est mis en œuvre pour pouvoir vous répondre dans les meilleures conditions et vous aider, pardon, dans vos démarches dans cette situation, encore une fois, extrêmement compliquée. Alors, ensuite, conditions d'octroi. Alors, la question qui revient souvent, c'est, j'ai Caroline, j'ai Geoffroy, j'ai Vincent, j'ai plusieurs questions sur les conditions d'octroi. Quid des conditions d'octroi, c'est-à-dire est-ce que les banques vont être plus exigeantes pour accorder des prêts après le confinement. Alors, c'est évidemment très difficile de se projeter parce qu'on est dans une situation, encore une fois, exceptionnelle. Néanmoins, il faut savoir que les conditions d'obtention de crédit ont toujours été en France assez strictes et assez prudentes. Donc elles sont en général, la première c'est ce qu'on appelle le respect des 33% d'endettement, à savoir je gagne 3 000 euros, je peux rembourser maximum comme crédit 1 000 euros par mois, c'est-à-dire un tiers des revenus. Ensuite, évidemment, autre critère très regardé par les banques, c'est la sécurité de l'emploi, de votre poste. Est-ce que vous êtes en CDI, profession libérale depuis quelques années? Enfin, en tout cas, tout ce qui est stabilité professionnelle. Donc, les banques n'ont jamais fait n'importe quoi en France. Le système est extrêmement solide, extrêmement prudent. Donc, est-ce qu'elles vont ensuite un peu durcir en sortie de confinement? On sait déjà que par rapport à l'année dernière, à la même période, les banques avaient plutôt tendance à prêter assez largement, y compris si vous n'aviez pas du tout d'apport. C'est-à-dire qu'elles pouvaient vous prêter assez facilement
100% de la valeur du bien, c'est-à-dire par exemple votre bien vaut 200 000, et elle vous prêtait également ce qu'on appelle les frais annexes, donc évidemment il y a les frais de notaire, de garantie, elle vous prêtait ça en plus, donc vous faisiez un emprunt de 200 000 plus 12 000 en plus pour payer les frais annexes. Depuis le mois de janvier, ça s'était déjà considérablement resserré sur de ce point de vue, puisque le haut comité du secteur financier avait demandé aux banques d'être plus vigilantes et d'arrêter, en tout cas de ne pas dépasser les 33% d'endettement, et ça s'est traduit également par des banques qui étaient un peu plus exigeantes sur l'apport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être plus exigeante? Ça veut dire, elles vous financent le bien, mais elles ne financent pas les frais annexes. Est-ce que ça va se durcir en sortie de confinement? Je pense que les banques ne seront pas contre effectivement des gens qui leur disent j'ai beaucoup épargné. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui hein, qui épargnent beaucoup parce que on dépense moins forcément. Est-ce qu'elles seront effectivement ravies de recueillir des gens qui vont leur dire je vais emprunter 80% de la valeur du bien, le reste ce sera de l'apport personnel? Ce serait vous mentir que vous dire que non. Je pense qu'effectivement les dossiers qui arriveront avec de l'apport personnel seront peut-être un peu mieux considérés que ceux qui n'en ont pas du tout. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sera impossible si vous avez un tout petit apport ou pas d'apport du tout. Mais encore une fois, je préfère être prudente. Les Français vont avoir un peu d'épargne parce qu'ils n'ont pas consommé. Il n'est pas exclu que les banques soient effectivement assez friandes d'apports dans un projet immobilier. Alors, concernant ensuite, alors beaucoup de questions évidemment sur l'évolution et la situation des taux. Alors, on va commencer par la situation des taux. Où en sont les taux aujourd'hui? Alors, les crédits immobiliers, les taux les plus bas, on les a connus au printemps et à l'été 2019. On assistait à des records, toutes catégories. Beaucoup de gens passaient sous la barre des 1%, y compris sur des durées d'emprunt autour de 20 ans. À 25 ans, on pouvait même emprunter autour de 1%. On n'avait jamais connu ça, c'était totalement fou. Évidemment, tant mieux pour ceux qui ont signé à cette période-là, mais néanmoins, aujourd'hui, depuis le mois de janvier, on avait des taux moyens qui avaient un petit peu augmenté par rapport à cette période un peu bénite, mais on était autour de les très bons dossiers étaient autour de 1%, on va toujours sur 20 ans, hein, et les dossiers un peu plus lambda passaient autour de 1,20 à 25. On a reçu des barèmes bancaires début avril qui sont globalement en hausse, faut pas se mentir. Les banques ont remonté leurs barèmes en moyenne entre 0,10 et 0,40 selon les durées, selon les profils, selon les établissements. Alors, c'est important de relativiser un petit peu cette hausse parce que déjà, c'est pas forcément des banques qui avaient des taux très élevés, donc ça ne se joue pas forcément beaucoup dans la moyenne. Et puis en plus, toutes les banques n'ont pas communiqué leur barème de taux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la problématique est plus dans l'offre bancaire en général, parce que vous avez des banques qui sont extrêmement active et tournée avec une grosse priorité sur la problématique des professionnels, et on peut le comprendre. On sait qu'il faut sauver les entreprises françaises, sauver les PME, et qui du coup ont mis clairement le crédit immobilier de côté, chose qui n'était pas du tout le cas il y a encore un mois et demi. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas revenir, et heureusement, dans ce marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément une offre aussi large que dans une période normale. Donc, les hausses que nous avons constatées sont sur quelques établissements bancaires, mais il y a quand même de grandes chances qu'elles soient annonciatrices de mouvements légèrement haussiers à venir. Alors, aujourd'hui, il faut quand même un peu relativiser puisque on a des taux qui sont à autour de 1,35 sur encore une fois 1,35, 1,40 sur 20 ans, 1,60 sur 25 ans. C'est des taux qui sont quand même extrêmement bas. En 2017, on n'avait pas ces taux-là. Alors on s'est beaucoup habitué, évidemment
On s'est habitué à ces taux très bas, mais il faut savoir qu'on a connu des périodes où on avait des taux autour de 3, on trouvait ça déjà très bas, et même autour de 5. La précédente crise, la grosse crise financière, parce que c'est pas le même genre de crise, en 2008, on avait des taux à plus de 5%. Il n'est pas du tout question de ça aujourd'hui, même si les barèmes repartent légèrement à la hausse, qui semble être le cas. Vous avez, je vais vous prendre un exemple par exemple, sur un prêt de 200 000 euros sur 20 ans, qui passerait par exemple de 1,35 à, mettons, 1,85. Vous voyez, je tire un peu le trait, un emprunt moyen qui passe de 1,35 à 1,85, ça fait une augmentation par mois de 46 euros pour la mensualité. Donc, certes, c'est une augmentation, mais vous voyez bien que sur un prêt de 200 000 euros, c'est pas une somme énorme. Qui serait en jeu, donc ça ne mettrait pas non plus en défaut les emprunteurs et le marché par la suite. L'évolution des taux, donc encore une fois, à venir pour la sortie du confinement. Alors, la bonne nouvelle, puisqu'il faut quand même qu'il y en ait quelques-unes, c'est qu'on a maintenant une date, même si on sait qu'il sera progressif, de déconfinement. Or, ça veut dire qu'à partir du 11 mai, le marché, l'activité, ça va peut-être pas reprendre totalement normalement, mais on sera déjà sur un mode un peu plus positif et un peu plus optimiste. Donc, c'est une bonne nouvelle que ce déconfinement arrive assez tôt, en tout cas pour le marché immobilier, parce que ça va remettre en route plusieurs choses. À la fois, évidemment, on l'espère, les visites de biens, faire avancer peut-être les banques sur des délais un peu plus rapides, parce que les enfants qui vont retourner à l'école, bah, c'est autant de parents qui vont peut-être être plus libres pour travailler. Donc, pour vous dire que on attend effectivement en sortie certainement de nouvelles hausses des barèmes, mais encore une fois, on ne va pas se retrouver, du moins je ne pense pas, à 2% au mois de mai ou juin, d'ici un mois et demi, 2 mois. Donc voilà, donc rassurez-vous sur le niveau des taux, de même que sur les conditions d'octroi, comme je vous l'ai dit, elles sont déjà strictes, donc il n'y a pas de raison que ça devienne encore plus strict. Rappelons-le, on est dans une crise sanitaire, on n'est pas dans une crise financière. La crise que nous traversons n'a rien à voir avec celle de 2008. Les établissements bancaires français notamment sont solides, donc pas de panique, parce que je vois aussi des questions sur, mais attention, qu'est-ce qui se passe si ma banque fait faillite, mon prêt. Alors, il y a aujourd'hui peu de chances que les banques françaises fassent faillite. En l'occurrence, effectivement, elles sont solides. Donc, rassurez-vous de ce côté-là, y compris pour ceux qui ont de l'argent en banque. Et c'est normal, on en a tous. Donc, encore une fois, je me veux rassurante là-dessus, parce que je comprends que la panique, on compare souvent, on a entendu beaucoup parler de 2008, mais ça n'a rien à voir. En 2008, on a sauvé les banques. Là, il n'est pas du tout question de ça. On est sur quelque chose, encore une fois, de sanitaire. Alors, des questions sur le changement d'assurance emprunteur. Alors, changement d'assurance emprunteur, comme vous le savez tous, vous pouvez, quand vous faites votre crédit immobilier, prendre une assurance soit auprès de votre banque, soit chez un organisme, un assureur différent de la banque. Si vous ne l'avez pas fait au moment de la signature de votre prêt, vous pouvez évidemment le faire dans l'année qui suit. La signature du prêt, c'est la loi Hamon. Et également à chaque date anniversaire, c'est ce qu'on appelle l'amendement Bourquin. Donc aujourd'hui, évidemment, vous êtes chez vous, pour beaucoup, vous avez un peu plus de temps. C'est le moment pour certains de se dire, il est peut-être le moment de faire des économies, de traiter toutes les choses administratives que je repousse d'habitude. Et peut-être, effectivement, c'est peut-être intéressant de changer d'assurance emprunteur. Alors, je vais faire un peu d'autopromo. Vous pouvez évidemment vous rendre sur notre site à la rubrique assurance emprunteur, changer d'assurance emprunteur. Nous avons des contrats aujourd'hui avec des choses qui sont même 100% en ligne. Donc ça, c'est une option. Vous pouvez également prendre contact avec nos agences si vous voulez avoir des renseignements, savoir si ça vaut le coup, savoir s'il y a des contrats alternatifs qui sont moins onéreux, évidemment avec garantie équivalente, puisque je vous rappelle, c'est la loi. On ne peut pas changer pour un contrat de prêt qui serait moins cher mais qui couvrerait moins.
Donc encore une fois, c'est le bon moment. C'est toujours le bon moment pour regarder si on peut faire des économies. L'assurance emprunteur est un des domaines dans lequel on peut évidemment réaliser des économies. Rappelons quelques règles. Plus vous êtes jeune et plus les économies seront importantes. Parce que les banques ont ce qu'on appelle des contrats de groupe qui sont, on va dire, mutualisés. Alors évidemment, il y a des tranches d'âge, hein, y compris dans les contrats des banques. Si vous avez 25-30 ans, que vous êtes en très bonne santé, que vous êtes non-fumeur, si vous prenez un contrat alternatif, il y a de grandes chances que vous fassiez des économies. Vous pouvez diminuer le coût jusqu'à 3 fois par rapport à un contrat groupe parce que justement, vous n'êtes pas un gros risque. Donc, vous avez des économies à faire. On considère que jusqu'à 50 ans, ça peut valoir le coup. En tout cas, vous êtes quasiment éligible à une assurance un peu moins chère que votre contrat groupe. En tout cas, vous êtes, on va dire, dans la cible qui peut avoir intérêt à le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire au-delà. On a des contrats pour des seniors, on a des contrats pour des gens qui ont des risques médicaux un peu plus compliqués que d'autres. On a des contrats pour des professions à risque. Sachez que les professions à risque, alors je ne vais pas vous faire un listing complet, mais ça va du policier, du couvreur, de la coiffeuse, parce qu'elle manipule des produits. Enfin, on peut être on va dire une population à risque sans le savoir. Donc, pour le choix de votre assurance emprunteur, c'est pareil, il faut comparer. C'est comme en crédit immobilier. Votre banque n'est peut-être pas la mieux placée, surtout au moment où vous voulez le faire. La banque de votre voisin, de votre cousin, de votre frère ou de vos parents n'est pas forcément la banque qui va être la mieux placée pour votre projet. Et c'est pareil pour l'assurance emprunteur. Donc, encore une fois, vous avez du temps, on a un peu plus de temps, on est chez soi. Donc, faites le tour de vos contrats, regardez, reprenez vos contrats, faites des simulations. Les simulations sur notre site sont entièrement gratuites et nous essaierons de vous répondre dans les meilleurs délais afin de vous aiguiller et de vous renseigner. En tout cas, sachez bien que tous nos conseillers sont à votre disposition pour vous répondre encore une fois sur vos problématiques de crédit immobilier, d'assurance emprunteur et également de prêts en cours, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ensuite, il y a beaucoup de questions. Alors, j'ai des questions sur les prix de l'immobilier, évidemment. Alors ça, c'est quand même très 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 compliqué de répondre et je ne voudrais pas être qu'on me reproche d'avoir dit des choses alors que c'est vraiment très compliqué de dire les prix, ça sera comme ça. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on avait déjà, avant cette crise du Covid, plusieurs marchés en France. On avait le marché des très grandes villes, le marché parisien, le marché Bordeaux, Lyon, on va dire, qui sont des grandes villes très 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 dynamiques. On avait des villes moyennes et on avait des zones rurales. Et puis avec évidemment des différences entre les villes, les bassins bord de mer, les stations de sport d'hiver, enfin il y avait une multitude de marchés. Donc dire les prix vont descendre de 10 à 15%, je ne dirais jamais ça, c'est absolument impossible. Parce que je pense qu'il va y avoir des différences majeures selon les régions, les endroits, les biens. Ce que je vais vous dire est évidemment, c'est un avis, c'est pas forcément, ce sera pas forcément le cas, mais c'est ce que je pense, en tout cas, c'est ce qu'on pense chez Meilleur Taux. Je pense que par exemple des grandes villes comme Paris par exemple, où il y avait une espèce de surchauffe énorme avec beaucoup de demandes et peu d'offres. Il y avait un tel niveau de demande que même si cette demande baisse un peu, on va rester certainement sur un marché un peu en surchauffe. Donc en gros, j'attends pas une baisse, n'attendez pas, je pense, de baisse de 15-20% à Paris parce que je pense qu'elle n'aura pas lieu. En tout cas pour les biens qui étaient plutôt à leur prix et qui se vendaient, on va dire, de manière assez folle puisqu'on allait jusqu'à acheter des biens sans les avoir visités. Ensuite, il y a les grandes villes. Alors, les grandes villes, elles ont aussi un dynamisme, elles suivent aussi un marché assez dynamique. Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, il y a des très grandes villes. Encore une fois, il y a un phénomène, c'est que les gens ont besoin de se loger. Donc, si les prix subissent une légère correction, je pense que dans ces grandes villes, ils vont plutôt avoir tendance à se stabiliser qu'à baisser. Ensuite, il y a quand même une donnée qu'il faut prendre en compte et que moi je ne mesure pas aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est l'impact
quel sera le marché de l'emploi, quel sera le niveau de chômage, comment ça va se transformer. C'est-à-dire que si on assiste à un phénomène de chômage de masse, il est bien évident que les gens vont avoir plus de mal à se financer. Donc il va y avoir une baisse de la demande sur les achats immobiliers. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Et puis, où est-ce qu'il sera ce chômage de masse? Est-ce que ce sera dans des zones où c'est déjà compliqué, dans des villes où ça bouge, où déjà les prix étaient stables, voire en baisse, ou ne bougent pas du tout? Il y a des villes de France, il faut le savoir, qui sont quasi stables depuis des mois. Même des très grandes villes. Lille est une ville, par exemple, qui se balade toujours autour de 3000, 3200 euros. Reims est autour de 2002, 2005. Ne bouge pas. Il y a des villes qui ne bougent pas. Rennes avait un espèce de petit effet rattrapage lié à la LGV. Mais globalement, on avait un marché qui était plutôt stable, mis à part cette exception parisienne qui était absolument folle, et des grandes villes comme Lyon, par exemple, qui subissaient un espèce de rattrapage également par rapport à Bordeaux. Donc, quid des prix? En gros, j'ai envie de dire que ceux qui font le pari de se dire j'ai signé un bien le 5 mars, j'ai trouvé un bien le 5 mars, j'ai signé quelque chose, et peut-être que en fait le bien que j'ai acheté il va perdre 20%. Je ne suis pas sûre que ce soit un pari à faire parce que le bien que vous avez signé, il était au prix, il répondait déjà à une demande. Est-ce que cette demande va s'effondrer le 11 mai? Je ne pense pas. Donc, quand vous achetez un bien immobilier, dites-vous que c'est pas pour faire un coup. On achète un bien immobilier c'est sa résidence principale pour y vivre, parce qu'on avait un projet de vie. Donc, encore une fois, voilà, ne remettez pas tous vos projets en cause. Vous aviez trouvé un bien, il vous satisfait. Pourquoi vous l'avez signé? C'est parce qu'il vous plaisait. Donc ne remettez pas tout en cause en vous disant il y aura peut-être une baisse des prix parce que ça se trouve le bien que vous avez choisi, il peut être acheté dans les 3 jours par quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, encore une fois, soyons modérés sur les prix. Il peut y avoir des variations en sortie de crise. Les villes qui étaient plutôt en croissance peuvent avoir tendance à se stabiliser, mais je ne crois pas à une baisse massive de prix à la sortie du confinement, si en plus, par chance, on a la chance que ce déconfinement ne s'accompagne pas d'une grosse deuxième vague, une grosse troisième vague, et que on a du coup quelque chose qui se passe de manière assez douce, avec une reprise d'activité, même si encore une fois beaucoup n'ont pas cessé leur activité. Donc, voilà. Donc, si vous aviez un projet, avancez dessus. Je vous rappelle également, alors ça c'est très important parce que pour beaucoup de gens qui avaient envie d'acheter, c'était un projet, mais ne savaient pas forcément ce qu'ils pouvaient emprunter. Alors, nous avons mis en place, pendant cette période de confinement, ce qu'on appelle le visa pour le crédit, qui vous permet de faire un calcul d'enveloppe certifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos conseillers en agence, nos conseillers par téléphone, sont capables de vous dire, voilà, en fonction des revenus que vous m'avez, de vos bulletins de salaire, de votre rapport, de votre situation financière, je vais vous certifier un calcul d'enveloppe. C'est-à-dire que je vais dire, voilà, vous pouvez emprunter 225 000 euros. Alors, c'est une enveloppe, ça veut dire que vous pouvez, dans votre démarche, aujourd'hui chez vous, sur des sites, regarder en gros combien ce que vous pouvez acheter. Ça permet d'avancer un peu dans sa démarche. N'hésitez pas encore une fois à vous tourner vers nos conseillers. On peut vous donner votre calcul dans l'enveloppe, votre visa pour le crédit, qui vous permettra d'anticiper un petit peu. Encore une fois, le 11 mai, c'est finalement pas si loin que ça, ça peut vous permettre de regarder des biens, d'aller sur des sites, éventuellement de prendre contact pour anticiper des visites. Il y a des choses qui peuvent se faire aussi à distance, éventuellement même avec des propriétaires. Il faut être un peu ingénieux, mais profitez de ce temps, puisqu'on en a un petit peu. Ne bloquez pas tout et n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter pour ces fameux calculs d'enveloppe qui vous permettront, à défaut d'acheter tout de suite, de savoir combien vous allez pouvoir acheter en sortant de ce confinement et dans les mois qui viennent.
Alors, encore beaucoup de questions. On parlait de l'évolution des taux et des banques qui n'émettent plus d'offres de crédit. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, les délais se rallongent considérablement, mais les banques émettent encore des offres de crédit. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus long, mais rassurez-vous, les offres de prêt arrivent. Alors, j'ai aussi eu des questions sur, j'ai reçu une offre de prêt fin mars. Est-ce que j'ai intérêt à la signer ou est-ce que j'ai intérêt à essayer d'avoir un truc un peu plus intéressant? Alors, une offre de prêt au 26 mars, c'est un taux figé. Donc, si vous avez une offre de prêt entre les mains, signez-la. Franchement, il n'y a vraiment aucune raison que vous obteniez mieux dans les 15, 20 jours, 30 jours qui arrivent. Donc, signez-la, c'est même plutôt bien et une chance d'avoir une offre de prêt. Donc, si vous êtes sûr de votre projet, allez jusqu'au bout. Et alors, petit message de certains banquiers qui me disent, nous sommes 100% opérationnels. Évidemment, je vous l'ai dit, beaucoup de banques se sont organisées en local. Nos courtiers savent d'ailleurs très bien quelles sont les banques qui sont organisées, qui peuvent traiter le mieux à distance. Donc oui, vous avez des banques qui traitent 100% à distance, qui travaillent, qui peuvent émettre des offres de prêt. Comme partout, les délais se rallongent, mais c'est normal, mais le marché, rien, tout ne s'est pas arrêté. Alors, une autre question qui revient assez souvent, alors je tourne un peu la tête parce que c'est du mauvais côté, aléa du direct, la question du crédit relais. Alors ça, c'est une question, effectivement, je comprends qu'elle se pose. En gros, c'est des gens qui attendent, qui ont signé pour un nouveau bien et qui ont mis leur bien en vente. Et leur bien n'a pas forcément été déjà, n'a pas encore de promesse en face, donc n'est pas vendu. Et donc, effectivement, ils cherchent un prêt relais à mettre en place avant d'avoir vendu leur bien pour faire la jonction. Alors, effectivement, sur les offres de crédit relais, c'est effectivement plus compliqué parce que quand on fait un crédit relais, il y a une valeur du bien à vendre qui rentre en jeu. Or, même si je suis assez rassurante sur les prix, il est bien évident que quelques ajustements peuvent avoir lieu et qu'un bien qui valait 200 000 euros le 10 mars ne vaudra peut-être plus que 199, 800 ou 700, je ne sais pas, mais en tout cas, la valeur du bien rentre en jeu. C'est vrai que dans les banques, on a un petit peu de mal aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué d'avoir des offres de prêt sur les crédits relais. Ça ne veut pas dire qu'on les éditera pas, ça veut dire que c'est un peu plus long, voilà. Et puis que les banques passent en priorité ce qu'elles peuvent, c'est-à-dire faire des acquisitions très rapides. Alors, comme les touchants dans un couple qui est au chômage partiel ou qui a moins de revenus. Alors oui, la question du chômage partiel. Alors, le chômage partiel, tout dépend de combien de temps il va durer. Quand vous faites une demande de prêt, vous confiez vos revenus et le banquier va regarder un peu en arrière. Il ne va pas regarder seulement le dernier mois ou l'avant-dernier mois. Donc, il va regarder aussi votre avis d'imposition à décembre parce que dessus, vous avez votre revenu net. Rappelons-le, les banques regardent le revenu net avant imposition. Parce que la question s'était posée avec le prélèvement à la source. Donc, c'est pas parce que vous avez été 1 mois ou 2 mois au chômage partiel ou même 3 mois que ça va pénaliser et faire que votre dossier va être refusé. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, c'est un risque accru parce que qui dit une boîte en chômage partiel dit effectivement toujours une inquiétude. Mais le banquier va regarder ça dans sa globalité. De toute façon, la banque fait toujours attention au secteur d'activité. On sait très bien que, par exemple, les infirmières, les professions médicales sont des gens qui empruntent extrêmement facilement parce qu'on sait très bien, et on a encore la preuve que c'est des gens qui ont toujours du travail. C'est pas forcément le cas de certaines professions plus artistiques ou différentes dans le tertiaire, mais sachez que les banques, les dossiers sont regardés dans leur globalité et que c'est pas parce que vous avez eu 2 mois de chômage partiel que ça va remettre en cause votre financement. Un taux à ne pas dépasser une assurance.
Alors, en fait, alors, des questions sur, visiblement, le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, je vous explique, c'est quelque chose qui, en fait, a été fixé par la Banque de France et qui donne un maximum auquel les banques peuvent prêter et qui inclut à la fois le taux nominal du crédit, mais également les assurances emprunteurs. Et alors, ce taux d'usure, le problème qu'il a, c'est qu'il est calculé sur les 3 mois précédents en référence. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un espèce d'effet ciseau avec par exemple des taux, la base de taux qui c'est celle de janvier, février, mars, et qui arrive en activité sur les dossiers d'avril avec des banques qui ont, elles, remonté leurs taux. Donc on a des gens aujourd'hui qui ne sont pas finançables ou qui sont exclus du crédit parce que le taux d'usure va être dépassé. Il est de 2,51 sur 20 ans. Ça veut dire que si vous empruntez par exemple à 1,60 sur 20 ans et que vous devez prendre des assurances que vous avez un peu plus de 45 ans, il suffit que vous ayez un tout petit pépin de santé, que vous soyez un peu plus âgé, 50 ans, vous pouvez vous retrouver à dépasser le taux d'usure et dans ce cas-là, vous ne serez pas finançable parce que les assurances, qui sont encore une fois la meilleure protection, vont vous faire dépasser le taux d'usure. Donc, il y a effectivement une problématique de taux d'usure, c'est quelque chose dont on parle assez souvent, notamment dans les médias. Là, on est effectivement au problème, à savoir l'effet ciseau. J'ai pas de solution aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que plus le taux nominal est bas, moins on a de risques d'être bloqué, mais mais aujourd'hui la situation est celle-là. On a un taux d'usure qui est calculé sur les 3 mois précédents, à savoir des mois où les taux étaient plus bas qu'aujourd'hui, donc effet ciseau. Dernière petite question peut-être, parce que je pense que vu le nombre de participants et je pense que vu le nombre de questions, je serai amenée à revenir vers vous avant la fin du confinement certainement pour à nouveau échanger, peut-être faire le tour d'autres questions qu'on n'a pas pu traiter. Je regarde un petit peu. Alors, une question intéressante, oui. De nouveaux types de prêts seront-ils créés afin de refléter au mieux le pouvoir d'achat? Alors, c'est encore trop tôt, surtout pour moi, pour vous parler des nouveaux prêts aidés. Sachez que le prêt à taux zéro reste en place, qu'il y a des prêts dans certains départements, il y a des aides. Les courtiers savent exactement quels sont les prêts aidés auxquels vous pouvez avoir droit. Donc, il est trop tôt à ce stade pour savoir s'il y aura des nouveaux prêts, des nouvelles aides en tout cas sur les crédits immobiliers, mais en tout cas, celles qui étaient en cours restent en cours. Alors ensuite, je vais regarder une ou deux dernières questions et puis après, je vous laisserai reprendre le cours normal de vos activités. L'accord verbal de la banque avant le confinement peut-il être remis en cause par celle-ci qui ne m'avait pas encore adressé les documents papier. Alors, il faut savoir que de toute façon, qu'un accord verbal n'a absolument aucune valeur. Tant que vous n'avez pas un accord écrit, c'est une indication. Quand une banque vous dit je peux vous prêter à tel taux, tant que vous n'avez pas l'offre de prêt et l'accord écrit de la banque, c'est encore une fois qu'une indication. Donc oui, une banque qui vous a dit début mars, je vais vous prêter aller à 1,20 sur 25 ans, a tout à fait la possibilité aujourd'hui de remettre ça en cause, mais comme c'était le cas déjà auparavant, il faut un accord écrit qui a lui valeur et qui reste en vigueur. Quels sont les délais pour l'obtention d'un prêt actuellement? Alors, d'habitude, on est plutôt sur un délai entre le moment où on envoie, nous, courtiers, la demande et l'accord de la banque. On est sur un délai qui est d'une dizaine de jours maximum. Aujourd'hui, il faut vraiment doubler, voire tripler ces délais. Encore une fois, ça dépend des établissements bancaires. Mais on ne sera pas sur les délais classiques. Donc, soyez patient, attendez-vous à quelque chose de plus long, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Et encore une fois, les délais ensuite, que ce soit sur les conditions suspensives, que ce soit sur les signatures d'actes, ont été repoussés par ordonnance du 25 mars. Donc vous aurez, après le 27 mai qui est la fin de la crise sanitaire, vous aurez un délai encore supplémentaire. Donc même si ça prend un peu de temps, ne vous inquiétez pas, mais effectivement débutez au plus vite vos recherches parce que les dossiers qui arrivent en premier seront évidemment les dossiers qui seront traités les premiers.
Voilà, alors écoutez, dernière question. Donc je vais vous faire un petit, pour ceux qui ont pris en cours de route, petit rappel, donc, et je terminerai là-dessus, sur l'évolution des taux de crédit immobilier, plutôt haussière en ce courant du mois d'avril. Il y a des chances que ça se confirme au mois de mai. Maintenant, on n'est pas sur un mouvement euh, comment dire, extrêmement élevé dans le sens où on ne va pas passer de taux moyen à 1,5 à 2,5 en un mois et demi. Donc oui, on peut avoir des hausses, oui, il y en aura certainement, mais elles sont pour l'instant maîtrisées. Et encore une fois, même une hausse de 50 points de base sur un prêt moyen, ce serait l'équivalent d'une cinquantaine d'euros en plus par mensualité sur un prêt de 200 000. Donc même si les taux remontent un petit peu, pas d'inquiétude là-dessus. Alors, l'immobilier va-t-il rester une valeur refuge et n'est peut-être pas encore à nouveau une valeur refuge? Alors oui, l'immobilier, ça a toujours été, et c'est toujours pour nous les Français, globalement, les Français aiment la pierre. Rappelons-le, l'année dernière, c'est plus d'1 million de transactions dans l'ancien, hein, c'est un record toute catégorie. Donc oui, nous continuons à penser qu'effectivement, la pierre, c'est une valeur de refuge. Peut-être qu'il y a des biens auxquels on n'avait pas pensé, qui vont devenir aujourd'hui un peu plus intéressants. Je pense par exemple aux résidences secondaires proches des grandes villes, puisqu'on sait que tous les gens qui ont vécu confinés malheureusement dans des appartements sans espace de verdure peuvent se dire oh là là, si j'avais acheté ne serait-ce qu'une petite maison un peu loin un peu à l'extérieur, bah, j'aurais au moins ça. Donc voilà, ce marché de l'immobilier va changer, va peut-être bouger. Je pense que l'investissement dans les locatifs, par exemple, dans les grandes villes, va rester, pour ceux qui le peuvent, une priorité et un investissement réel et intéressant. Pour ceux qui achètent leur résidence principale, rappelons-le, hein, quand vous achetez une résidence principale, vous faites effectivement un crédit, donc vous remboursez effectivement auprès de la banque, mais vous avez aussi la meilleure finalement assurance vie, puisque vous avez une couverture avec cette assurance emprunteur qui vous couvre en cas de pépin de santé notamment et évidemment de décès. Ça veut dire que vos héritiers, quand vous avez un crédit immobilier, quand vous avez un bien, ce bien sera payé si vous décidez, si vous arrive quelque chose. Alors évidemment, ça dépend de la quantité de la couverture, mais votre conjoint peut être protégé aussi. Donc rappelons-le, quand vous faites un crédit immobilier, vous prenez une assurance emprunteur. Cette assurance emprunteur, c'est une des meilleures assurances vie pour l'avenir.